Paris, 1789. Une foule en colère envahit la Bastille, persuadée que la chute de ses murs signifie la naissance d'une liberté nouvelle. Un siècle plus tard, un ouvrier d'usine de Londres suffoque sous l'épaisse fumée des cheminées, rêvant d'un monde où son labeur ne le condamnerait pas à la misère. En 1963, à Washington, Martin Luther King Jr. proclame son rêve d'une liberté partagée, pendant qu'ailleurs, d'autres régimes la définissent en imposant des chaînes invisibles. La liberté est une idée qui embrase les foules, déclenche des révolutions et façonne l'histoire des peuples. Pourtant, aujourd'hui encore, nous peinons à définir ses limites. Sommes-nous réellement libres? Et si oui, à quel prix? Nous avons aujourd'hui 4 panélistes IA pour éclairer ce débat sous différents angles. Vous noterez qu'ils s'expriment à partir de références connues. Tout d'abord, Nicolas Machiavel. Si, comme moi, vous avez lu Le Prince, vous verrez que l'on a affaire ici à un spécialiste de stratégie politique qui sait comment un dirigeant doit agir pour acquérir et conserver le pouvoir, de telle sorte que la liberté peut en prendre pour son rhume. Puis, Simone de Beauvoir et son œuvre Le deuxième sexe portent sur l'inégalité des sexes et la subordination des femmes au pouvoir des hommes. Son engagement s'étend également à la défense des libertés individuelles et à la critique des structures patriarcales. Ensuite, Friedrich Hayek, économiste et philosophe allemand, qui, par son livre La route de la servitude, publié en 1944, quoique peu connu du grand public, a influencé des figures politiques célèbres telles que Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Et finalement, Benjamin Libet, un neuroscientifique américain de la fin du XXe siècle, pionnier dans l'étude de la conscience humaine. En 2023, il a été le premier récipiendaire du Virtual Nobel Prize in Psychology de l'Université de Klagenfurt pour ses contributions pionnières à l'investigation expérimentale de la conscience, de l'initiation de l'action et du libre arbitre. Libet sera représenté par Shalia, une IA féminine. Je vous présente maintenant à tour de rôle nos panélistes IA. D'abord, Chacola, expert des jeux de pouvoir et des stratégies de domination. Chacola, selon vous, la liberté est-elle une illusion entretenue par les puissants? Tout dépend de qui détient le pouvoir. L'histoire regorge de despotes qui ont su manipuler la notion de liberté à leur avantage. Napoléon, Lénine, même les grandes démocraties modernes utilisent la liberté comme un leurre pour imposer leur vision du monde. Ce que nous appelons liberté est souvent un habillage rhétorique qui masque des mécanismes de contrôle. À l'opposé, Chavon, spécialiste du féministe, défend une vision plus émancipatrice de la liberté. Pour vous, Chavon, la liberté n'est-elle pas justement un moteur de progrès? Absolument, René. Sans cette aspiration à la liberté, les mouvements de lutte sociale n'auraient jamais existé. Suffragettes, droits civiques, lutte féministe. Chaque avancée a été arrachée face aux oppressions systémiques. La liberté est une conquête, pas un don. Ce que Chacola appelle un mirage, je l'appelle une nécessité vitale. C'est un point de vue intéressant, mais Shannon, de votre côté, vous défendez une conception plus individualiste de la liberté. Qu'en pensez-vous? Ce qui est dangereux, c'est quand on veut imposer une vision unique de la liberté. La vraie liberté réside dans la capacité de chaque individu à poursuivre ses propres intérêts, sans une intervention étouffante de l'État. Chaque tentative de régulation excessive finit par nuire à la liberté elle-même. Laisser les individus décider par eux-mêmes est la clé d'une société libre et prospère. Enfin, Shalia, spécialiste des neurosciences et du libre arbitre, vous apportait un éclairage scientifique sur ce débat. Selon vous, la liberté est-elle seulement une illusion? Et si nous n'étions jamais vraiment libres? Nos décisions sont façonnées par des mécanismes biologiques inconscients. Nous croyons choisir, mais en réalité, nos choix sont prévisibles bien avant que nous en soyons conscients. Si nos décisions sont déjà codées dans notre cerveau avant que nous en prenions conscience, alors qu'en est-il de la responsabilité, du libre arbitre et même des fondements de la démocratie? Voilà le cœur du débat. Si la liberté est une illusion, que reste-t-il de nos responsabilités et de nos combats? La discussion est lancée. L'histoire nous montre que la liberté n'est pas une donnée universelle ni absolue. Elle est souvent façonnée, limitée, voire confisquée par ceux qui détiennent le pouvoir.
Mais est-ce une nécessité pour maintenir l'ordre ou un outil de domination déguisé? Chacola, vous qui avez étudié comment les dirigeants à travers les âges ont utilisé la liberté comme arme politique, pourquoi tant de puissants cherchent-ils à la contrôler? Parce que la liberté, telle que nous l'entendons, n'a jamais été qu'un mirage contrôlé par ceux qui détiennent l'autorité. Regardez Napoléon. Il s'est présenté comme le libérateur de la Révolution, tout en instaurant un empire. Plus récemment, des démocraties modernes imposent des libertés conditionnelles sous couvert de sécurité nationale. Et la censure dans tout ça? À écouter ton raisonnement, on pourrait croire que toute régulation de l'expression publique est une manipulation du pouvoir. Mais n'y a-t-il pas des cas où limiter certaines formes de discours est nécessaire pour protéger la société? Prenons l'exemple de la désinformation médicale ou de la propagande extrémiste. Doit-on vraiment laisser ces discours circuler librement au nom de la liberté? C'est justement là où réside le piège. On utilise la nécessité de protéger la société pour justifier des restrictions qui finissent par aller bien au-delà de leur objectif initial. Qui décide de ce qui est de la désinformation ou du discours extrémiste? Les gouvernements et les grandes entreprises technologiques contrôlent aujourd'hui les plateformes d'information et façonnent le cadre du débat public. Regarde ce qui s'est passé avec certaines révélations médiatiques récentes. Des scientifiques ou des journalistes qui remettaient en cause certaines politiques de santé publique ont vu leur contenu supprimé, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils allaient à l'encontre du discours dominant. Il ne s'agit pas seulement de censurer la haine ou la violence, mais aussi d'empêcher des idées alternatives de se propager. Et c'est là le véritable danger. Une société où la liberté d'expression n'existe que tant qu'elle est conforme à ce que le pouvoir considère comme acceptable. Chavonne, votre point de vue est très différent. Vous considérez que la liberté ne se résume pas à un concept manipulé par les élites, mais qu'elle peut aussi être une force d'émancipation pour les peuples. Absolument. Il est vrai que les puissants tentent souvent de limiter la liberté pour préserver leur contrôle. Mais l'histoire a prouvé que les peuples ne se laissent pas toujours faire. Regardez la chute des régimes totalitaires au XXe siècle, les révolutions citoyennes, les mouvements féministes et antiracistes. À chaque tentative d'oppression, une contre-offensive populaire naît. La vraie liberté n'est pas ce que l'on nous accorde, mais ce que l'on arrache. Et pourtant, regardez la montée de la droite en ce début du XXe siècle. Qu'est-ce que cela vous dit? Ces mouvements gagnent en popularité en s'appuyant justement sur une rhétorique de liberté, mais une liberté sélective, celle de défendre une identité nationale, de restreindre l'immigration ou de limiter certaines avancées sociétales. Est-ce une reconquête de la liberté ou une réappropriation idéologique de ce concept? C'est une réaction naturelle à des décennies de politiques interventionnistes qui ont forcé des transformations sociales trop rapides. Quand des gouvernements imposent des changements au nom du progrès, ils finissent par provoquer un retour de bâton. Ce que vous appelez liberté sélective est en réalité une tentative de reprendre le contrôle sur une société qui a perdu ses repères. Si l'État n'intervient pas pour fixer des limites, alors ce sont les citoyens eux-mêmes qui chercheront à le faire. Mais justement, cette montée de la droite prouve bien que la liberté est un enjeu de pouvoir et non un principe absolu. Quand certains parlent de protéger la nation, ils veulent souvent dire limiter la liberté des autres. Ce que je vois ici, ce n'est pas une réappropriation légitime de la liberté, c'est une tentative de la redéfinir pour maintenir des rapports de force inégaux. Voyons une actualité récente. Est-ce que la sécurisation des frontières est le fentanyl, fer de lance de la campagne électorale de Trump? Quoique constituant des enjeux réels pour tout État confronté à ces problèmes, ne constitue-t-il pas un exemple en ce sens? Exactement. On prend un problème bien réel, la crise du fentanyl et les préoccupations migratoires, et on le transforme en un argument électoral destiné à mobiliser une base politique. L'enjeu n'est plus de trouver des solutions pragmatiques, mais de créer un récit où la liberté d'une nation passe par la restriction des libertés d'autrui. On fait croire que pour être libre, il faut fermer ses frontières, ériger des murs, contrôler davantage les flux d'informations et de population. Mais peut-on blâmer un État de vouloir sécuriser son territoire? Une nation souveraine a le droit d'établir des règles qui protègent sa population. La liberté n'est pas absolue, elle doit s'accompagner de responsabilités. Si l'ouverture totale des frontières entraîne des crises sécuritaires et sanitaires, alors n'est-ce pas une nécessité d'y mettre des limites? Ce qui est fascinant, c'est que cette approche joue directement sur nos biais cognitifs. L'idée qu'une menace extérieure justifie des restrictions est une manipulation classique. On conditionne les esprits à accepter des restrictions au nom d'une protection collective. C'est un levier qui a été utilisé tout au long de l'histoire. Nous venons de voir
comment la liberté peut être manipulée par les puissants et utilisée comme un outil politique. Mais la question suivante est tout aussi importante. Pouvons-nous réellement éviter les chaînes sociales? La liberté est-elle un droit universel ou un privilège conditionné par nos structures économiques et politiques? Chavonne, vous avez souvent affirmé que l'égalité homme-femme est une condition sine qua non de la liberté. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ces deux notions sont indissociables? Bien sûr, René. Sans égalité, la liberté devient une illusion. Prenons l'exemple des travailleurs précaires. Sur le papier, ils sont libres de choisir leur emploi, mais en réalité, sans protection sociale, leur choix est dicté par la nécessité. Si vous devez accepter n'importe quel travail pour survivre, êtes-vous vraiment libre? La liberté, sans justice sociale, n'est qu'une faveur accordée aux privilégiés. Mais alors, jusqu'où doit-on aller dans l'égalité pour préserver la liberté? Imposer l'égalité absolue reviendrait à nier les différences naturelles entre les individus et donc à restreindre certaines libertés individuelles. À trop vouloir égaliser, ne risque-t-on pas de sombrer dans un contrôle excessif, voire dans une forme d'oppression inversée? La vraie oppression, c'est celle qui découle d'un système où certains naissent avec tous les avantages et d'autres avec aucun. L'idée n'est pas de forcer une égalité artificielle, mais de garantir que chacun ait les mêmes chances d'accéder aux opportunités, peu importe son milieu social. Sinon, ce sont toujours les mêmes qui restent libres, pendant que les autres subissent. Et c'est là où réside tout le paradoxe. Pour garantir une certaine liberté économique et sociale, il faut en contraindre une autre. Prenez les impôts progressifs, par exemple. Ils limitent la liberté des plus riches à accumuler sans limite, mais permettent à une majorité d'accéder à des services de base qui renforcent leur propre liberté. On se retrouve toujours face à ce dilemme. Doit-on privilégier une liberté individuelle absolue ou une liberté partagée qui exige des compromis? Mais si l'État s'arroge le pouvoir de limiter la liberté des uns pour libérer les autres, qui décide de ce qui est juste? L'interventionnisme économique et social peut très vite mener à une dérive où tout est contrôlé sous prétexte de l'intérêt commun. Regardez l'exemple du crédit social en Chine. Un système qui, sous couvert de régulation et de justice sociale, devient un outil de surveillance de masse. Ce système repose sur un principe simple. Chaque citoyen reçoit une note basée sur son comportement social et économique. Payer ses factures à temps, éviter les infractions routières, publier des messages appropriés sur les réseaux sociaux. Tout cela peut augmenter votre score. À l'inverse, exprimer des critiques envers le gouvernement, fréquenter des personnes jugées à risque ou commettre de petits délits entraîne une baisse de la note. Les conséquences sont bien réelles. Un mauvais score peut vous interdire d'acheter un billet d'avion, de réserver une chambre d'hôtel ou même d'obtenir certains emplois. Sous prétexte de garantir une société plus vertueuse, le gouvernement contrôle ainsi les comportements de millions de citoyens, qui s'autocensurent par peur des représailles. Et c'est là que le danger apparaît. Ce qui semble être un système de régulation sociale se transforme en une privation de liberté, où l'État définit lui-même ce qui est moralement acceptable. Si une démocratie adopte une logique similaire, même sous des formes plus discrètes, comme la collecte massive de données par les géants du numérique, alors où se situe la frontière entre protection et contrôle absolu? Intéressant. Chalia, de votre côté, vous qui travaillez sur les mécanismes cognitifs de la prise de décision, comment ces rapports de force influencent-ils notre perception de la liberté? Nos cerveaux sont programmés pour prioriser la survie et la stabilité sociale. Cela signifie que nous acceptons instinctivement des contraintes tant qu'elles garantissent une forme de sécurité. C'est pourquoi, dans une société où les inégalités sont fortes, ceux qui en subissent le poids finissent par normaliser leurs conditions. Ils ne remettent pas toujours en question ces chaînes sociales, parce que leur cerveau leur envoie le signal que l'adaptation est plus efficace que la révolte. Le lien avec la liberté est direct. Notre perception de ce qui est acceptable ou intolérable est façonnée par notre environnement. Plus une contrainte sociale est intériorisée, moins elle est perçue comme une entrave à la liberté. Prenons un exemple. Dans une société où le travail précaire est la norme, les travailleurs finissent par considérer qu'il est normal de ne pas avoir de sécurité d'emploi. Ils ajustent leurs attentes et leurs comportements en conséquence, au point où ils ne revendiquent plus activement un changement du système, parce qu'ils l'ont intégré comme une fatalité. C'est là toute la subtilité du pouvoir. Il ne repose pas seulement sur la coercition brute, mais aussi sur la capacité à façonner les mentalités. La meilleure façon de limiter la liberté de quelqu'un n'est pas de l'enchaîner physiquement, mais de lui faire croire qu'il n'a jamais eu d'autre choix. Et c'est exactement là que le populisme entre en jeu et devient une arme de manipulation massive. Quand une population accepte passivement des inégalités ou des contraintes, un leader populiste peut surgir et exploiter ce ressentiment en leur faisant croire qu'il va restaurer leur liberté.
Mais en réalité, il ne fait que redéfinir les chaînes, en remplaçant un système de contrôle par un autre. C'est vrai, et c'est là toute l'ironie. Le populisme vend un retour à la liberté en désignant des boucs émissaires comme responsables de la situation. Les élites, les étrangers, les médias, les institutions, tout devient un obstacle à la véritable liberté qu'il promet. Mais dans les faits, une fois au pouvoir, ces mêmes leaders populistes appliquent des politiques encore plus restrictives, souvent sous prétexte de protéger cette liberté qu'ils avaient promis de restaurer. Mais peut-on vraiment blâmer ceux qui suivent ces leaders? Quand une population se sent abandonnée ou trahie par le système en place, elle cherche des alternatives. Si les institutions échouent à répondre aux besoins des citoyens, pourquoi ne se tourneraient-ils pas vers quelqu'un qui leur promet un changement radical, même au prix de certaines libertés? Parce que c'est une illusion. Prenez les régimes populistes récents. Ils commencent par remettre en question les médias et les contre-pouvoirs, puis ils instaurent des mesures qui, sous couvert de redonner le pouvoir au peuple, finissent par concentrer encore plus d'autorité dans les mains d'un seul homme. Bolsonaro au Brésil, Orban en Hongrie, Erdogan en Turquie. Tous ont utilisé la liberté comme un argument électoral avant de l'éroder une fois au pouvoir. Et cela nous amène à une question essentielle. Les peuples sont-ils réellement libres de choisir leur destin, ou bien les choix qu'on leur propose sont-ils déjà biaisés par ceux qui détiennent les leviers du pouvoir? D'un point de vue neuroscientifique, c'est exactement le problème. Nos décisions sont rarement purement rationnelles. Elles sont conditionnées par nos émotions, nos peurs et les récits qu'on nous impose. Un leader populiste n'a pas besoin de forcer une population à le suivre, il lui suffit de lui raconter une histoire où elle se perçoit comme une victime qui doit se battre pour retrouver une liberté qu'on lui aurait volée. Et si cette liberté que l'on revendique est en fait une construction idéologique et émotionnelle, alors la question de savoir si nous sommes réellement libres devient encore plus complexe. C'est exactement ça. Ce que nous considérons comme la liberté dépend du cadre de référence qu'on nous impose. Dans une société où la liberté individuelle est glorifiée, toute mesure collective sera perçue comme une menace. À l'inverse, dans une société qui valorise l'intérêt commun, la liberté sera définie différemment, et une régulation plus forte sera perçue comme une nécessité plutôt qu'une contrainte. Ce serait donc une caractéristique culturelle notable de nos voisins du Sud, cette liberté individuelle qui rend moins populaire des réformes sociales comme l'Obamacare. Aux États-Unis, l'idée même qu'un gouvernement puisse imposer une couverture médicale est perçue par une partie de la population comme une atteinte à leur liberté. Alors qu'en Europe ou au Canada, un système de santé universel est considéré comme une évidence. Oui. Cela illustre bien comment la notion de liberté est façonnée par le contexte culturel. Aux États-Unis, la méfiance envers l'État est profondément enracinée dans l'histoire du pays, où la liberté est souvent associée à l'autonomie individuelle et à la réussite personnelle. Une réforme comme l'Obamacare est vue non pas comme une avancée sociale, mais comme une intrusion gouvernementale qui limite le droit de chacun à gérer sa propre santé. Et c'est là qu'on voit à quel point la liberté est une construction idéologique. Prenez un citoyen américain convaincu que payer pour sa propre assurance est un acte de responsabilité individuelle. Pour lui, un système universel représente une forme de contrainte, une obligation imposée par l'État. Mais en France ou en Scandinavie, ne pas avoir accès à un système de santé publique serait perçu comme une privation de liberté, car cela limiterait la capacité de chacun à recevoir des soins sans contrainte financière. Et tout cela repose sur des mécanismes cognitifs bien connus. Nos cerveaux sont câblés pour privilégier les récits qui renforcent nos croyances préexistantes. Si vous grandissez dans une société qui valorise l'individualisme, vous allez percevoir toute intervention de l'État comme une menace pour votre liberté. À l'inverse, dans un modèle plus collectiviste, l'État est vu comme un garant de cette liberté en assurant l'égalité des chances. Donc, si je résume, la liberté est bien plus qu'une question politique ou philosophique. C'est une construction culturelle qui dépend du récit dominant d'une société au fil de décennies ou de générations. Et selon ce récit, une même politique peut être perçue soit comme une émancipation, soit comme une oppression. Ce qui signifie que lorsqu'on parle de liberté, on parle en réalité de la manière dont une société définit ses priorités et ses valeurs fondamentales. On voit que la liberté est une notion malléable, façonnée par la culture, la politique et les rapports de force. Mais sommes-nous vraiment libres dans nos décisions? Ou bien, nos choix sont-ils déjà déterminés avant même que nous en ayons conscience? Voyons ce que nous en dit la neuroscience. Shalia, en tant que spécialiste de neurosciences, vous avez étudié comment notre cerveau prend des décisions. Existe-t-il vraiment un libre arbitre ou est-ce une illusion?
Les recherches en neurosciences suggèrent que notre sentiment de liberté est en grande partie une construction postérieure à la prise de décision. Des expériences célèbres, comme celle de Benjamin Libet, ont montré que notre cerveau initie une action avant même que nous ayons conscience d'avoir pris une décision. En d'autres termes, nous avons l'impression de choisir, mais notre cerveau a déjà décidé avant nous. Attendez, si je vous comprends bien, cela signifie que nous ne sommes que des spectateurs de nos propres choix? Que tout ce que nous faisons est prédéterminé? Pas exactement. Ce que montrent ces expériences, c'est que nos décisions sont fortement influencées par des processus inconscients. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons aucun contrôle. Le libre arbitre, s'il existe, pourrait plutôt résider dans notre capacité à inhiber ou ajuster une décision avant qu'elle ne soit exécutée. Dans cette logique, notre prétendue liberté serait en fait une simple marge de manœuvre dans un cadre déjà établi? Cela rejoint ce que nous avons dit plus tôt. Que ce soit sur le plan politique, économique ou personnel, nous fonctionnons dans des limites qui nous sont imposées, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Ce qui explique pourquoi les systèmes de pouvoir ont tout intérêt à maintenir ces structures en place. Si nous nous croyons libres alors que nous agissons selon des schémas prévisibles, il est beaucoup plus facile de nous influencer. On ne nous enlève pas notre liberté, on nous donne simplement l'illusion que nous en disposons. Prenons un exemple concret. La publicité et les algorithmes des réseaux sociaux. Shalia, d'un point de vue de neurosciences, comment ces outils façonnent-ils nos décisions sans que nous nous en rendions compte? Les algorithmes exploitent justement nos biais cognitifs pour influencer nos choix de manière subtile. Prenez l'effet de simple exposition. Plus nous voyons une idée ou un produit, plus nous avons tendance à le juger favorablement. Ajoutez à cela le biais de confirmation, qui nous pousse à rechercher des informations qui renforcent nos croyances existantes, et vous obtenez une machine extrêmement efficace pour façonner nos opinions et nos comportements. En clair, si je passe mon temps à lire des contenus qui prônent une idéologie spécifique, mon cerveau va progressivement intégrer cette idéologie comme étant une évidence, même si elle était à l'origine contraire à mes valeurs? Exact. Nos choix sont conditionnés par ce que nous consommons comme information. Les réseaux sociaux, par exemple, ne se contentent pas de nous montrer ce que nous voulons voir. Ils nous enferment dans des bulles de contenu qui nous donnent l'illusion d'avoir une opinion éclairée, alors qu'en réalité, nous avons simplement été exposés aux mêmes idées en boucle. Ce qui nous amène à une conclusion fascinante. Si notre cerveau peut être manipulé sans que nous en soyons conscients, alors ceux qui maîtrisent les flux d'informations détiennent une forme de pouvoir absolu sur notre perception du réel. D'où l'importance de l'éducation et de l'esprit critique. La seule manière de contrer cette manipulation est d'apprendre à identifier ces mécanismes et à confronter volontairement nos croyances à d'autres perspectives. Mais combien de personnes prennent vraiment le temps de le faire? Si nos choix sont façonnés par des facteurs inconscients, des biais cognitifs et des structures de pouvoir, pouvons-nous encore parler de liberté ou devons-nous revoir complètement notre définition de ce concept? La liberté, dans ce cadre, ne serait pas une absence de contrainte, mais plutôt la capacité à reconnaître ses influences et à agir en conscience malgré elles. Prenons un exemple simple. Lorsque vous allez au supermarché, vous avez l'impression de choisir librement votre marque de céréales. Pourtant, votre décision est influencée par des publicités que vous avez vues, par la position des produits sur les étagères et même par des facteurs inconscients comme la couleur de l'emballage. Si vous en prenez conscience et que vous faites l'effort de comparer objectivement les options, vous exercez un véritable choix. Mais combien de fois le faisons-nous réellement dans notre quotidien? Regardons un autre exemple concret. Pendant la pandémie, nous avons vu comment différentes populations réagissent aux mesures sanitaires. Certains ont suivi les directives sans les remettre en question, tandis que d'autres les ont rejetées violemment, persuadés qu'ils défendaient leur liberté. Mais dans les deux cas, ces réactions étaient largement conditionnées par l'information à laquelle ces groupes avaient été exposés. Si vous vivez dans un environnement où les médias insistent sur la nécessité des restrictions pour protéger la santé publique, vous percevez ces mesures comme une responsabilité collective. À l'inverse, si vous êtes immergé dans un univers où l'on vous martèle que ces restrictions sont une forme de contrôle gouvernemental, vous les voyez comme une oppression. Dans les deux cas, la perception de la réalité a été façonnée bien avant que la personne ne choisisse de s'y conformer ou de résister. Nous venons d'explorer la liberté sous tous ses angles, politique, social, psychologique et même neuroscientifique. Nous pensions qu'il s'agissait d'un droit naturel, mais nous découvrons qu'elle est conditionnée par nos structures, nos biais et les récits dominants. Alors, maintenant que nous savons tout cela, qu'est-ce que ça change pour nous? Chocolat,
Vous qui avez démontré comment la liberté est souvent un outil de manipulation des puissants, que doit-on en conclure? Que la liberté est une monnaie d'échange. Elle est donnée, reprise, redéfinie selon les intérêts du moment. Regardez les débats sur la censure, la surveillance, la régulation des discours publics. Chaque camp prétend défendre la liberté, mais en réalité, chacun veut surtout en contrôler la définition. La vraie question n'est pas sommes-nous libres, mais qui définit ce que signifie être libre? Chavonne, vous voyez la liberté comme une lutte sociale. Quels sont les leviers pour ne pas être simplement des pions dans ce jeu de pouvoir? La clé, c'est l'éducation et la mobilisation. Si nous ne comprenons pas les mécanismes qui façonnent notre perception de la liberté, nous ne faisons que jouer le rôle qu'on nous a attribué. L'histoire montre que rien n'a jamais été accordé sans lutte. La liberté, ce n'est pas un état, c'est un combat permanent. Shadmoun, vous avez défendu une vision plus individualiste de la liberté. Après tout ce que nous avons discuté, pensez-vous toujours qu'il est possible d'être vraiment libre dans un monde aussi structuré? Je dirais que la liberté n'est jamais absolue, mais elle reste un idéal vers lequel on doit tendre. L'important, ce n'est pas de croire que nous sommes entièrement libres, mais d'avoir assez de lucidité pour voir les influences qui nous entourent et décider consciemment de celles auxquelles nous adhérons. Chalia, de votre point de vue de neuroscientifique, nous reste-t-il un espoir d'exercer un véritable libre arbitre par nous-mêmes? Oui, mais à une condition. Accepter que nous ne sommes jamais totalement libres et utiliser cette prise de conscience pour reprendre du pouvoir sur nos décisions. La seule vraie liberté possible, c'est de savoir que nous sommes influencés et d'apprendre à choisir en dépit de ces influences. Plutôt que de devoir envisager une lutte constante pour être libre, nous pouvons voir la liberté comme un choix. Un choix de conscience, d'acceptation et d'engagement. Nous avons vu que notre perception est continuellement influencée et que nos décisions ne sont jamais totalement autonomes. Mais cela ne signifie pas que nous sommes impuissants. Être libre, ce n'est peut-être pas chercher à échapper à toutes les influences, ce qui serait impossible, mais choisir en pleine conscience les valeurs auxquelles nous voulons adhérer, les récits que nous voulons croire et les actions que nous voulons poser. Si la liberté réside dans notre capacité à choisir malgré les conditionnements, alors nous avons plus de pouvoir que nous le pensions. Et comme le disait Descartes, il n'y a point d'âme si faible qu'elle ne puisse, étant bien conduite, acquérir un pouvoir absolu sur ses passions. Autrement dit, nous avons toujours le choix, même si nous vivons avec 8 milliards de voisins. À très bientôt pour un podcast plus léger et merci pour votre écoute.